disais, comment je suis arrivée là avec vous ce matin? Suite à un déjeuner avec Marc, qui me disait effectivement, qui me parlait de ce premier podium et me disait, Sophie, là, on fait face vraiment à un changement profond. On va soutenir avec ce premier podium un changement profond. Tu m'as dit déstructuration, restructuration d'un secteur, et que tout ça, c'est sans doute pas, c'est jamais que l'histoire d'expertise en fait. Et étant donné mon métier, on est très vite parti sur le facteur humain. Et effectivement, ce qu'on se dit, c'est que bien souvent, dans une transformation, les expertises, elles sont autour de la table. Souvent, elles sont autour de la table, ce n'est pas le sujet. Ce qui va faire que ça va marcher ou pas, ça va être d'avoir conscience du facteur humain et est-ce qu'on va l'accompagner ou pas. Euh, donc, effectivement, moi, j'accompagne plutôt des entreprises habituellement et je peux vous dire que non, on ne pense pas toujours à accompagner le facteur humain dans une entreprise. Sur votre secteur à vous, la question, c'est que là, pour le coup, ce n'est pas une entreprise, c'est un patchwork d'acteurs. Donc, la question d'avoir conscience que la transformation a un facteur humain important et qu'il va falloir l'accompagner, j'ai envie de dire qu'en y réfléchissant avec Marc, j'ai l'impression que chez vous, elle est encore plus du fait de ce côté patchwork d'acteurs. De mon côté, moi, je suis Sophie Chanceau, donc ça fait plus de 25 ans que j'accompagne des individus et des collectifs dans des sujets de transformation. D'abord dans un grand groupe anglo-saxon en tant que salarié opérationnel, puis après, j'ai carrément créé mon cabinet, et ça depuis 2010. Effectivement, il y a 3 sujets. Alors, on pourrait passer 3 jours au moins pour parler de transfo et comment on accompagne la transfo d'un point de vue facteur humain. On a 10 minutes, donc c'est un peu comme toi tout à l'heure avec tes 2 minutes. On en a un petit peu plus, mais on a 10 minutes. On a 10 minutes. Donc, j'ai choisi trois angles d'entrée que sont effectivement, un, le point d'entrée qui est le leader de la transformation que vous êtes. Et ben, comment il a conscience de lui-même, comment il est dans la transformation, comment il est dans le changement, comment il se connaît. Deuxième point, comment on est capable d'embarquer les autres dans une transformation. Ça, c'est un deuxième levier. Et troisième levier que j'ai choisi d'évoquer avec vous ce matin, c'est de faire ça dans la durée, sans se brûler les ailes. Parce qu'effectivement, vous êtes sur un long chemin. Comme ça restera très théorique, parce que évidemment, en 10 minutes, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, on a décidé de le faire en tandem avec Simon, qui va ramener du vécu par rapport à ces idées un peu théoriques que je vous pousse là. Comment ça se passe sur le terrain, à quoi ça te fait penser quand j'évoque ces sujets-là. Alors, effectivement, je dis le changement, déjà, ça démarre par moi. D'accord, pas moi, hein, mais vous. Et le mot-clé, c'est le mot conscience. Effectivement, quel leader je suis dans une transformation. Est-ce que je suis convaincue déjà? C'est pas obligé. Hein. Je peux me retrouver effectivement dans cette transfo avec plus ou moins de conviction. Pour quelles raisons j'ai choisi de m'investir dans ces transformations durables du secteur de l'immobilier, de la finance. On parlait avec Simon qu'on peut être souvent déçu par parfois des postures d'engagement qui ne sont que des postures, qui ne sont même pas conscientes en fait. Tout le monde voit que c'est une posture, sauf la personne elle-même. Donc c'est OK en fait. À ce stade-là, j'ai envie de parler de conscience de soi et de non-jugement. Où est-ce que je suis réellement? Parce que tous les autres vont le voir. Et que moi qui crois que ça ne se voit pas. Donc c'est important de bien se connaître. Et effectivement, ce que je rajouterais là, c'est que quand on est, et on le voit ce matin, on applaudit, on est dans le désir, on est dans le rêve, on est dans le positivisme. Mais c'est important quand on accompagne une transformation d'être aussi à l'aise avec les doutes, avec les j'y crois pas trop, avec les je sais pas comment on va faire, je suis sceptique. Voilà, si on peut pas effectivement avoir un endroit pour poser ça, c'est mal parti. Effectivement, l'idée, ça sera d'être capable pour soi, et on va voir après pour les autres, d'être capable d'écouter ses doutes pour pouvoir être dans une logique du « et ». C'est-à-dire comment je lâche pas l'objectif, comment je vais quand même vers ce qui doit être, parce que j'ai bien compris que là, on est quand même sur des sujets où on se pose plus trop la question, ça doit être « et en même temps, je tiens compte de mes doutes ». C'est ça qu'il va falloir réussir à
résoudre comme équation, la notion de et. Comment effectivement j'adresse les craintes, les miennes et ceux des autres, et en même temps, on ne lâche pas les objectifs. Si je m'arrête déjà avec tout ce que j'ai dit, Simon, qu'est-ce que ça t'inspire? Le côté doute, quand on est entrepreneur, entrepreneuse aujourd'hui, qu'on se lance un petit peu dans l'inconnu, on l'a tous connu. Moi, ça me rappelle des nuits à réfléchir à comment je vais trouver la solution le lendemain. Ça me rappelle des semaines de 70 heures, 80 heures, alors qu'on m'avait vendu que d'être chef d'entreprise, je pourrais prendre les vacances quand je le souhaiterais et que j'aurais la belle vie. Ça me rappelle aussi d'être isolé dans le besoin de motivation. Euh, c'est assez simple en fait de se retrouver tout seul et lorsqu'on n'a personne qui nous soutient dans ce besoin de motivation, les réponses qu'on trouve sont jamais des bonnes réponses. On a toujours tendance à aller très très vite dans le pessimiste et donc il a fallu un peu hacker le cerveau et lui répéter 1000 fois par jour, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver, des exercices comme ça et en fait c'est exactement ça, quoi. Surmonter les craintes, c'est-à-dire que on va y arriver, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, mais ça fait partie du cheminement de l'entrepreneur. Oui, c'est ça. Et on va y arriver, oui, bien sûr, on ne va pas se dire on ne va pas y arriver, mais pas en mettant la crainte dans son mouchoir, dans sa poche avec son mouchoir par-dessus. Voilà. Je ne peux pas développer plus que ça, mais c'est vraiment savoir travailler avec les peurs, en fait. Hein. Et au contraire, en faire une force, parce que derrière, il y a de très bonnes idées qui se cachent, en vrai. Donc, il ne faut surtout pas les mettre sous le tapis. Bref. Mais tu as raison, il y a eu un moment où j'ai arrêté de vouloir cacher les peurs pour être un peu le chef d'entreprise super et de partager avec les autres. Et en fait, tout le monde a les mêmes peurs. Et à partir du moment où je les ai partagées, il y a un poids en moins qui te permet justement de pouvoir beaucoup plus facilement évoluer et d'avancer. Bien sûr. On va sortir aussi de la notion de, comment dire, la posture unique, posture d'expert. C'était de là qu'on était parti dans notre discussion. Être à l'aise avec le on ne sait pas, parce que sinon on ne peut pas faire du nouveau. On croit qu'on fait du nouveau, on va faire du vieux si on sait. Donc la pure posture d'expert ne peut pas être qu'aidante, en fait. Donc être à l'aise avec l'incertitude et cette notion, on en discutait, de ne pas vouloir à tout prix savoir prendre les bonnes décisions, mais plutôt être dans un entrepreneuriat, si je repars sur ta notion, agile. Donc, un entrepreneur agile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Encore une autre petite notion clé, c'est la notion de test and learn, la notion de essai-erreur. C'est-à-dire dans quelle mesure, effectivement, on va être capable pas forcément d'avoir pris la bonne décision, mais ce qu'on appelle en agilité faire des sprints courts et très vite de corriger. Donc, c'est toute une autre façon d'être entrepreneur quand on est dans des notions de transformation, cette notion d'agilité, sprint court, essai-erreur, test and learn, on corrige. Dans le métier de gestion de patrimoine, ça doit être très certainement la même chose dans vos métiers. Il y a une difficulté, c'est qu'on est des experts techniques et on doit aussi être des chefs d'entreprise. Donc en fait, on doit cumuler deux métiers. L'expert technique, il est bon. Il fait son job au quotidien, il répond à un besoin, mais le chef d'entreprise doit être capable d'anticiper les enjeux de demain et il faut se donner le temps et les compétences pour être chef d'entreprise quand on est expert technique et à son compte. Et c'est vraiment cette difficulté-là. Depuis maintenant 2019, j'aime bien dire qu'on traverse une crise de transition. Crise géopolitique, sanitaire, alimentaire, économique. Il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. Et en fait, on ressort de là avec une certitude, c'est que si on veut enchaîner les crises sereinement, on doit être agile. Une très bonne écoute et être porteur de sens, on l'a dit tout à l'heure. C'est aussi, et après je te donne la parole Simon, pas oublier, on a dit, d'embarquer le client final. Le client final ne doit pas, enfin, je ne fais pas vos métiers, mais vu de l'extérieur, il me semble que le client final ne doit pas être celui qui doit suivre docilement les experts que vous êtes. Ça serait dommage que de le cantonner à ça, vu de ma petite chaise. Euh, Ça doit être un acteur qui pousse lui aussi. Donc, comment je transforme cet acteur final, cet client final, pardon, pas cet acteur, oui, en acteur qui pousse et qui soutient le changement lui aussi? Comment je l'embarque? Avec beaucoup de patience, avec beaucoup de compréhension. Moi, je vais prendre l'exemple d'Origami parce qu'aujourd'hui, on a créé une sorte d'incubateur pour les CGP qui souhaitent devenir CGP responsables. Et on se rend compte en fait qu'il faut dans un premier temps déconstruire. Et c'est très difficile lorsque vous avez comme acquis pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans des certitudes
de voir arriver quelqu'un qui peut-être même est plus jeune que vous et vous dit, bon, bah ça aujourd'hui, c'est plus d'actualité. C'est vraiment, on le ressent comme une attaque personnelle. Et là, la personne qui initie le changement en face de vous doit comprendre que vous n'êtes pas réfractaire à sa proposition, mais doit comprendre, tiens, où est-ce que je vais commencer pour déconstruire? On le fait avec nos partenaires, on le fait avec nos collaborateurs. Et avec les clients, c'est encore plus vrai parce qu'on va devoir dire à des clients qui ont l'envie de faire quelque chose de responsable que, bah oui, mais là, les investissements que vous avez depuis 10 ans, ils ne le sont pas en fait. C'est une fausse communication. Si on regarde le score de Deep Invest, regardez, on n'y est pas du tout. Et donc, il ne faut pas qu'ils le prennent comme une attaque. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'on est en train de leur dire c'est nul. Là, vous avez complètement raté. Mais il faut leur expliquer qu'il y a des choses qui changent et qu'aujourd'hui, le seul moyen de s'adapter, c'est de remettre en cause ses croyances régulièrement et d'accepter de ne pas savoir, comme tu le disais. Et ça demande encore une fois quelque chose qui n'est pas aujourd'hui appris dans nos métiers. Appris dans vos métiers, c'est cette pédagogie de compréhension des résistances de l'autre. Et tu parlais de patience et effectivement, ça introduit mon troisième et dernier point pour ce matin, ces 10 minutes. C'est qu'effectivement, il est question d'accompagner une transformation dans la durée. D'accord. Et donc, c'est d'autres clés que le perfectionnisme ou l'envie Moi, je suis cliente d'un gestionnaire de patrimoine. Et j'ai poussé le fait de dire j'aimerais bien avoir quand même des investissements personnels qui sont un peu plus durables. Et en fait, je me suis vite fait blackbouler parce que je n'avais pas prévu de dire ça, mais effectivement, parce que bah non, je ne le dirai pas, mais effectivement, bah, je pousse quand même à la rentabilité aussi de mon portefeuille, enfin voilà. Et très vite, bah, mon interlocuteur a lâché en face en disant oui, bon, on est d'accord qu'on lâche un peu ce côté investissement durable, etc. Et je n'ai pas eu de répondant, en fait, je vous le dis tout à fait sincèrement, parce que oui, je veux du résultat. On parlait du et tout à l'heure. Et il n'a pas su me raconter une histoire ou me rassurer ou m'emmener dans quelque chose qui est peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui ne va pas être tout de suite. Et donc là, on est dans cette histoire de durée. Mais j'ai bien entendu votre souhait d'être dans quelque chose de durable voilà, et de sain. Bah non, en fait, il a tout lâché. Bon, je referme la parenthèse. Je me suis dit, mince, voilà. J'en connais une soixantaine qui peuvent répondre à tes besoins si jamais. Bah écoute, on va peut-être en parler après, effectivement. En tout cas, effectivement, la notion d'accompagner dans la durée, donc lâcher effectivement le résultat immédiat tout en étant dans un et, il y a quelque chose qui va se cacher derrière. Donc, accompagner dans la durée, c'est savoir se satisfaire de petites victoires d'étape. C'est avoir un engagement effectivement personnel aussi que je ne vais pas développer. J'anime une newsletter qui s'appelle Rester engagé sans se brûler les ailes, c'est pas pour rien. Comment effectivement on a un sain engagement par rapport à une cause. Et puis aussi, une autre clé que j'avais envie de partager, c'est que pour tenir dans la durée, il faut être créatif, il faut être innovant et il faut aussi faire émerger des acteurs dont la mission, justement, sera de faire tenir les choses dans la durée, moi, je pense. Des endroits où, et on va du coup résumer ce qu'on a dit depuis le début, on est en capacité de se dire les choses, de co-construire, de poser les doutes, d'oser partager les difficultés et de créer du nouveau. Et plutôt que de lutter contre l'ancien, ça aussi c'est une clé, plutôt que de passer du temps à lutter contre l'ancien, c'est créer du nouveau, vraiment, mettre toute son énergie là-dessus. Tu veux dire quelque chose? Je vais faire porte-parole du groupe de CGP que je représente aujourd'hui. Euh, Tu parles d'histoire, c'est ce qu'on attend de nos partenaires, nos fournisseurs, notamment sur la partie SCPI. On aime bien avoir des gens en face de nous qui comprennent pourquoi on en est arrivé là, qui soient capables de nous raconter une belle histoire, mais une histoire aussi d'intentionnalité, de vouloir faire quelque chose de durable et moins dans le côté opportuniste commercial. On parle de créer des cercles. Lorsque moi je me suis lancé dans le monde de la finance responsable, on est 2017-2018, on est encore loin malheureusement de ce dont on parle aujourd'hui, et on a le sentiment d'être isolé. On dit je suis tout seul, je suis en réunion de CGP, je parle de performance environnementale, sociale. Bon, voilà, il y a pas mal de réactions qui arrivent, et donc on décide de trouver des personnes qui partagent nos valeurs, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rejoint les acteurs de la finance responsable à l'origine. Et ça, c'est à nous de le faire, c'est à nous de l'initier. Et peut-être que la réponse demain de l'isolement ou du manque de cercle, c'est que c'est à nous de le créer, ce cercle-là.
Et le dernier point qui me semble important, et là aussi je me fais le porte-parole des CGPAFR, on a l'habitude, surtout dans le monde de la finance, de vouloir tout très vite, rapidement. Et en fait, on se rend compte que ça, ce n'est plus possible aujourd'hui pour quelque chose de tenable et de souhaitable. Et on essaye de justement trouver maintenant des solutions qui sont des solutions dans le temps long. Nous, on doit l'initier auprès de nos clients, notamment sur des questions de liquidité, mais aussi on doit l'initier auprès de nos partenaires et leur dire que si vous voulez quelque chose de durable, sur 3 mois, ça ne fonctionnera pas.